On m'avait promis un destin extraordinaire. Je devais en théorie être un sportif de très grand niveau, de très haut niveau. Et puis j'ai fini par me convaincre que je n'y arriverais pas. Alors, ma foi, quand on n'est pas capable d'être acteur sur le terrain, je me suis dit, tu vas peut-être l'être un peu au perchoir. Et ça permettra de magnifier un peu les performances des autres, qui seraient, entre guillemets, un peu les miennes aussi. Et voilà comment cette passion est venue. Mais toutefois, elle est venue par un très heureux concours de circonstances. Cette idée, je l'ai eue. Mais c'était une petite radio privée à Montpellier qui m'avait dit pourquoi pas essaye. Et ma crainte, moi, c'était le blanc, c'était le silence, c'était le vide. Et lorsque je me suis rendu compte que, a priori, c'est toujours très difficile de parler de soi, mais je me suis a priori rendu compte que j'avais quelques prédispositions à parler sans m'arrêter pendant 1 h 30, je me suis dit ben, pourquoi pas. Et l'histoire est partie de là. Philippe, après un peu plus de 40 ans que ce soit à suivre le MHSC, beaucoup, le hand ou encore le rugby, pour ne pas citer les joutes, la pétanque ou autre, quel sentiment t'anime à quelques jours de commenter ton dernier match? Ben, c'est le sentiment de la fin programmée, parce que je l'ai programmée, d'une belle histoire, en tout cas pas de l'attachement pour le club, parce que je compte bien continuer à venir supporter cette équipe. Quand je dis continuer, ça voudrait dire un petit peu qu'au travers de ce que j'ai fait toutes ces années, j'étais un petit peu l'observateur, ça c'est vrai, mais observateur, ça arrive un peu avec supporter et je l'ai été toujours de cœur, alors je continuerai à l'être. Après, l'appréhension d'un dernier match, c'est quelque chose d'impalpable sur le moment. On verra ce que ça donnera. C'est continuer surtout sans avoir de micro dans la main qui va me faire drôle, je crois. S'il fallait un dernier match à commenter, il fallait bien que ce soit le match de la paillade? Ah, bien sûr, comme le premier d'ailleurs. Il y a un peu plus de 40 ans, le premier commentaire auquel je m'étais essayé d'ailleurs, je n'étais pas encore en direct sur les ondes, je l'ai fait à la paillade. Ah, je m'en souviens, c'était épique d'ailleurs parce que c'est un premier match que j'avais commenté avec un magnétocassette, avec les cassettes, les crayons. Et je l'ai commenté à côté de la petite cahute qui servait pour le speaker de l'époque, mon ami Yves Pouget. Et je me souviens que j'étais à même le public, avec la crainte de casser les oreilles aux gens qui m'entouraient. Et en fait, quand j'ai vu les sourires s'enchaîner jusqu'aux éclats de rire, je me suis dit que j'étais peut-être pas de trop, enfin à cet endroit-là, à ce moment-là. Et ce qui était drôle, c'est que quand le speaker du stade ouvrait le micro pour annoncer les équipes, pour donner le nom du buteur, eh bien, on m'entendait en même temps puisque son micro prenait le mien. Enfin, c'était le début. Avant de devenir journaliste radio et Cersou, il y a eu Philippe, supporter, comme tu dis, qui allait au stade. Mes premiers espaces de liberté, c'est ma première mobilette. Et tous les dimanches, je me promenais dans Montpellier et le premier terrain de foot où il y avait un match qui se jouait, je m'arrêtais là, je l'avais choisi pour le matin et je regardais ce match-là, sans connaître les équipes, sans connaître les enjeux, les poules, les résultats, etc., peu importe pour moi. Et puis un jour, j'ai traîné en mobilette sur les terrains stabilisés de la paillade. C'est là que j'ai commencé à être fidèle au rendez-vous dès dimanche matin, jusqu'au jour où, bien sûr, je me suis pris de passion pour le club de Loulou. Et je l'ai suivi très régulièrement. Alors on était derrière le petit muret qui séparait la butte de l'avenue d'Edelberg. Et on était là quoi, une cinquantaine, une soixantaine, peut-être 100 parfois, à garer en épi nos mobilettes. On se mettait debout sur les sièges, on se tenait au muret, on grattait le match à l'œil. Et puis c'est comme ça qu'un lien est né, s'est créé avec la paillade. J'ai même fait une fois les arbres, mais bon, je n'étais pas un bon grimpeur. Mais quel était un peu le paysage médiatique à l'époque autour du club? J'imagine qu'au niveau radio, tu disais qu'il n'y avait rien. C'était quoi un peu dans quoi tu débarquais? Alors, il n'y avait rien du tout. Alors, c'est peut-être ce qui m'a quelque part servi. Parce que indépendamment de ce que je faisais, comment je le faisais, de ce que je disais, que je transmettais plus ou moins bien les messages, en tout cas, la ferveur est née comme ça, du fait qu'en même temps, c'est un détail, mais il a son importance, j'étais seul. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en 82, 83, 84, quand j'ai officiellement démarré,
il y avait que les journaux locaux, hein, il y avait la Marseillaise, il y avait le Midi Libre, donc c'était une tribune de presse assez exiguë et plutôt silencieuse. Alors dès que ces locataires habituels, les journalistes qui venaient régulièrement, ont vu arriver un jeune plein d'entrain avec la pêche et puis surtout qui parlait fort et vite, ça a un peu dérangé les habitudes. Mais j'étais le seul à faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les radios périphériques, il n'y avait pas les grandes radios. En 84, Canal va naître, mais il n'y avait pas de télévision et il n'y avait pas Internet. Enfin bref, c'était le journal du lendemain ou le live de Sersou. Voilà. Mais après, bon, les choses ont bien changé avec l'ascension spectaculaire de ce club au fil des ans. Il y en avait certains qui, avant 84 et ton premier match, appelaient Midi Libre le soir à 22h, 23h pour avoir le résultat de la paillade. Après, on a eu Sersou. Donc j'imagine que après ces premiers commentaires, tu as dû avoir des sacrés retours des gens, des supporters. Ben oui et non. Oui, parce qu'au fil des ans et jusqu'à aujourd'hui, je me suis fait quand même à l'idée en toute humilité que le temps passant, j'ai capitalisé un certain facteur sympathie auprès des gens. Mais à cette époque-là, il n'y a pas Internet. Moi, je suis en radio. La radio, avec tout ce qu'elle a de magique, on ne sait pas à qui l'on parle, à combien de gens on parle. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'interactivité. Donc, les retours, j'en ai en fonction des supports médias qu'il y avait à l'époque. Et les supports médias, il n'y avait que la presse. Et puis, il y avait pour moi, puisque je suis de cette génération-là, le transistor sur le frigo, l'autoradio dans les voitures et les petites sonos dans les bars. Voilà, c'est là que j'avais quelque part un peu d'écho, ma foi, positif au début, de ce qu'il se passait et de ce que je faisais. En quelques années à peine, tu vas connaître une époque dorée du club, d'à peu près 86 à 91, une des grosses périodes dorées. Ouais. Ces bons résultats, est-ce qu'ils ont favorisé la genèse du style Sersou? Tu parlais de quelqu'un qui parlait vite et fort déjà, dès les débuts, mais ce style Sersou, tes enflammades, tes expressions uniques en leur genre, elles se sont façonnées avec les résultats du club et cette époque dorée? Alors, sur cette période-là, il faut bien reconnaître une chose, c'est que ce sont les matchs qui m'ont porté plutôt que l'inverse. Et partant de là, bien sûr, ça accélère un petit peu cette progression, si j'ose dire, et la clarté du propos, etc. Alors évidemment, oui, la montée en 87, la formidable campagne européenne de 90, la Coupe de France cette année-là, autant d'événements heureux dans l'histoire du club qui, bien sûr, ont peut-être façonné un peu mon personnage. En tout cas, c'est le genre de séquence, ce genre d'épisode dans l'histoire du club qui façonne le commentateur et puis surtout qui élargissent considérablement son vocabulaire. Parce que le vocabulaire, j'avais quelques bases inspirées par mes aînés. J'allais souvent voir dans les villages, je sais ça fait un peu romance, mais j'allais souvent voir dans les villages des anciens. Et comme je suis un enfant du pays, ils me disaient toujours 2-3 petites formules pour rigoler, etc., dont je m'inspirais, que j'utilisais. Et ces événements-là, pour terminer ma réponse là-dessus, évidemment, ont grandement contribué, mais pas que. Parce que quand l'équipe était en forme, réussissait de bons résultats, naturellement, j'avais un commentaire beaucoup plus enthousiaste, puisque je m'efforçais toujours à ce que les gens qui m'écoutent soient des gens qui soient actifs. Ma voix, c'était les yeux de ceux qui n'étaient pas là. Et donc, quand ça ne marchait pas, en revanche, mon propos change. C'est-à-dire que je vais dans le mélodrame. Je suscite l'inquiétude chez les gens, le malaise. Bref, comme s'ils y étaient. Et cette période-là, il a grandement contribué. C'était aussi une certaine époque du journalisme, hein, comme tu disais, où joueurs, dirigeants, journalistes se mêlaient un peu tous dans la buée du vestiaire pour les interviews d'après-match. Il y a quelques photos au club qui en attestent. C'était avec beaucoup de spontanéité avant que n'apparaissent les zones mixtes, etc. C'était aussi une époque dorée pour vous, pour les journalistes. Oui, pour moi c'était une époque dorée, d'autant que j'avais, si vous voulez, des rapports plus ou moins proches avec certains joueurs, certains acteurs, et pas que de l'équipe d'ailleurs. C'est vrai aussi que quand il y avait plus de proximité, quand on rentrait dans un vestiaire à la fin de match, la personne à qui l'on s'adressait
qu'on choisissait quand même, elle avait plus tendance à parler avec son ventre et avec son cœur qu'avec sa tête. Ce qui a bien changé depuis, parce que c'est beaucoup plus formaté, on sait déjà toutes les réponses qu'on aura aux questions qu'on a déjà préparées depuis 4 heures, et donc il y a moins de naturel, il y a moins de spontanéité aujourd'hui, sauf dans les sentiments frôlant l'excès, dans l'euphorie comme dans la peine ou la souffrance. Là, généralement, le ton est vrai. Moi, je me souviens que la dernière fois que je suis rentré dans un vestiaire, c'était l'année du titre à Auxerre, lors de la dernière journée. J'en avais fait la demande discrète à Loulou, qui me l'avait accordée en lui stipulant « quoi qu'il arrive ». Et dans ce vestiaire-là, j'ai retrouvé ce contact, bon, indépendamment de l'euphorie que suscitait le titre, j'ai retrouvé ce contact, cette authenticité de l'interview avec les joueurs de l'époque, oui, ça c'est vrai. Tu as rapidement suivi le MHSC aux 4 coins de la France, la paillade au début, le MHSC après. Que retiendras-tu de tous ces déplacements à sillonner la France, de long en large, en travers, pendant tant d'années? Des milliers de kilomètres, ça c'est peu de le dire, des milliers de kilomètres que la plupart du temps j'ai avalé seul, parce que je suis un peu un ours là-dessus, je travaillais plutôt en solo. Et puis j'avais ce sentiment de transporter ma région, de transporter mon club aux 4 coins de la France, voilà, pour qu'il rayonne, sans même me préoccuper plus du résultat ou du scénario éventuel du match. J'étais content d'être un petit peu le porte-voix des supporters qui n'étaient pas là. Et c'est ça aussi la magie de ce beau métier que j'ai exercé toutes ces années. C'est que, je le disais, j'étais un petit peu les yeux de ceux qui n'étaient pas là. Et en fait, le lien il s'est fait parce que je crois avoir compris, je crois qu'on m'a assez dit qu'au travers de ce que je disais, on avait vraiment l'impression de vivre le match. Alors quand on est à 800, 500, 600 bornes, c'est d'autant plus stimulant que tu es le seul lien, si tu veux, entre l'équipe qui joue et les gens qui aimeraient être là. Voilà. Ça, c'était top. Y a-t-il un ou des déplacements plus folkloriques ou avec plus d'anecdotes que les autres qui te reviennent en mémoire là comme ça? Ah, il y en a un qui est resté quand même longtemps en mémoire, d'ailleurs je l'ai toujours en magasin, c'est le fameux déplacement en Coupe de l'UEFA, je crois, oui. C'est en 1996 à Lisbonne, quand je suis arrivé le jour du commentaire, que je me suis installé dans la tribune, que j'ai vu apparaître les Lisboètes, jusque-là ça allait, mais quand j'ai vu l'équipe arriver en jaune, il s'est passé 2-3 secondes qui m'ont paru 3 heures en me demandant si je ne m'étais pas trompé de stade. Alors là c'est quelque chose de cocasse, mais qui reste quand même parmi les bons souvenirs. C'était l'anecdote du mage, Monsieur Joie et compagnie. Bon, ça ne nous avait pas empêché d'ailleurs de perdre malgré tout ce match. Et puis il y en a un par contre que j'aurais bien aimé éviter, c'est la demi-finale au Costières à Nîmes en 96. Et quand j'ai vu Ramdan marquer, je me suis dit que ça filait mauvais coton. Là, c'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible. Mais bon, il me faudrait des mois et des mois pour vous raconter tous ces déplacements qui ont nourri ma carrière. Et que, quand j'y repense, bon, bref, il y en a beaucoup. Ceux que tu n'as pas fait à ton plus grand regret, est-ce qu'il y en a? Ouais, il y a la finale contre Auxerre de Coupe de France, la deuxième. Je ne l'ai pas faite, celle-là. Quand on a perdu 3-0 contre les Bourguignons, je ne l'ai pas faite. Parce que pour être tout à fait sincère, j'avais promis de longue date de partir au Maroc avec mon père. Et quand le tirage au sort au tour précédent nous avait opposés à Marseille au Vélodrome et à Lens à Bollaert, je me suis dit dans un coin de ma tête, le cœur coupé en deux, on va y réussir. Et de l'autre côté, je me disais, s'ils sont éliminés, ça m'arrangera. Et quand Loulou a appris que je n'avais pas fait la finale, je l'ai retrouvé 15 jours après en Andorre pour le départ du Grand Prix cycliste Midi Libre de l'époque. J'étais sur un trottoir, il était sur l'autre, et il marchait. Et puis quand j'ai traversé la rue, j'ai dit « Oh Loulou !» Et Loulou il m'a regardé comme ça, il m'a dit « Cersounet, je ne te parle plus de 15 jours. » Il ne m'a plus parlé pendant 15 jours. Ta relation avec Louis Nicolain, il y a forcément des souvenirs qui refont surface, que ce soit à Manchester, ou Bucarest, comme tu en as souvent parlé, mais pas que cela. J'avais beaucoup d'affection pour Loulou et qui m'en a accordé beaucoup très vite.
Alors déjà, parce que comme j'étais le seul média à faire les déplacements, que je le faisais avec ma voiture, etc., on a été très proches très vite. Je me rappelle un match que j'avais fait, par exemple, je me demande si c'était pas au Puy, mais enfin, je n'affirmerai pas. Il était arrivé avec son chauffeur et il était allé voir le président pour être certain que j'avais une prise téléphonique pour pouvoir commenter le match. Donc il y a eu un rapprochement très, très rapide. Je l'estimais beaucoup et il m'estimait bien. Il savait qu'il y avait de l'intérêt de part et d'autre. Et puis après, il y a eu la sympathie Sersou. Et par contre, Sersounet, c'est lui. Il n'y a que lui qui m'appelait Sersounet. J'ai eu des moments fascinants avec lui. À un moment donné, j'étais collectionneur de vin. Et on se déplace à Rennes et je déambule en centre-ville et je vois Louis qui marchait. Incroyable la popularité de Louis à l'époque, et accompagné. Et lui, il allait voir un spécialiste magasin de petits jouets, de Dinky Toys, etc. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là, Sersounet? Je lui ai dit, ben moi, peut-être. Et donc, on a passé l'après-midi. C'est l'un des rares moments que j'ai passé en tête-à-tête avec lui, si je peux dire. Lui, il était avec ses Dinky Toys et moi avec les bouteilles de vin. Et on parlait de nos passions communes. Après, au niveau très, très... J'en ai un peu la chair de poule quand j'y repense. À Manchester, il déambulait dans les coursives à quelques minutes du coup d'envoi de la partie. Et je l'ai vu à 5 minutes du direct. J'ai dévalé 4 par 4 les marches de la tribune de presse pour tomber nez à nez devant lui. Il déambulait, il ne savait pas quoi faire, il était interdit de banc. Et à ce moment-là, il me regarde, il me dit, tu vois, Sersounet, quand je pense d'où on vient et quand je vois où on est, et sa phrase s'est arrêtée là. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu les yeux de Loulou un peu mouillés. Ah, puis Loulou, c'est des moments... Quand j'ai été malade, par exemple, il m'appelait tous les mois. Et un jour, il me sort une phrase terrible, il me dit « Tu vas pas me lâcher maintenant qu'on joue bien ». Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Ta relation avec les supporters, Sersou? Bon, moi personnellement, ou certains, tu nous as tous fait croire que Zuereb allait marquer le deuxième but à Manchester. Mais bon, on t'en veut pas avec le temps, c'est oublié. Et dans l'imaginaire collectif des supporters du Montpellier-Hérault, la paillade, c'est aussi toi. Et tu fais partie de cette famille pour toujours. Pourtant, j'ai pas le sentiment d'avoir fait grand-chose ou d'avoir contribué à cet élan de sympathie à mon égard. Je pense que je suis pas né à la Paillade. Hein. Tout le monde dit c'est un enfant de la Paillade, mais je ne suis pas né à la Paillade, mais d'un quartier qui n'est pas très loin. Et oui, effectivement, mon appartenance aux couleurs, ma passion, ma fidélité, ouais, j'étais à la butte. Bien sûr, j'ai été à la butte, mais pas qu'à la butte. J'ai été aux 4 coins du stade pour au moins me dire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont à droite, à gauche, au centre, au milieu, pour avoir des perspectives, des angles de vue différents. Moi, je les ai tous en tête, les angles de vue de la Mosson. Alors après, naturellement, ce qui a relié ce que je fais à ce que les autres vivent, c'est cette passion commune que nous avons pour le club, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ah, c'était pas non plus une religion, en tout cas je ne l'ai jamais pris comme tel, mais voilà, c'est une passion commune, partagée, entretenue, et c'est peut-être aussi pour ça que je me sens autant commentateur que supporter au fond. Parce que dans les deux cas de figure, le cœur bat pareil. Hein. À tes débuts et durant tes premières années de commentateur, tu t'imaginais devenir la voix du MHSC durant plus de 40 ans? Alors, très sincèrement, ce serait prétentieux de ma part que d'imaginer qu'en débutant dans le commentaire et au départ de ma carrière, je le ferais ça 40 ans. C'est tellement le contraire que j'ai exercé 1001 métiers avant, que je ne m'ai prédestiné absolument pas à ce que ce soit mon métier. J'étais dans un milieu professionnel aux antipodes de ce que je me suis lancé comme challenge. Puis 40 ans, c'est quand même pas rien, quoi. Alors après, on se prend au jeu, on se dit qu'on est le seul à faire ça. Alors bien ou pas bien, c'est pas le débat, mais au fil des ans, il y a de la fidélisation, il y a des automatismes, on écoute Sersou, voilà. Voilà, ça a créé une belle histoire d'amitié, une belle histoire humaine, quoi.
Et puis, enfin, c'est difficile d'expliquer les évidences. Je ne sais pas, mais jamais de ma vie, j'aurais imaginé que ça durerait autant de temps et que j'aurais cette chance inestimable d'avoir traversé le pan de ma vie professionnelle en exerçant un métier aussi épanouissant. Avant d'être valorisant, parce qu'il faut quand même admettre que oui, je dégage un peu de sympathie, c'est vrai, et je le boude surtout pas. Mais c'est un métier tellement épanouissant que je me dis que j'ai eu cette chance-là que je souhaite à tout le monde, franchement. Ça t'a jamais traversé l'esprit à un moment donné d'arrêter de faire autre chose quand Non. tu avais un déplacement galère à Guingamp Non. Ah non, ah non. Non, ça m'a jamais traversé l'esprit de me dire tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire la semaine prochaine, changer de cap professionnel. Ah non, quand on est lancé dans une aventure comme celle-là et quand la passion, c'est votre essence, vous allez jusqu'au bout en espérant que ça s'arrête jamais. Enfin, avec le temps, j'aurais aimé avoir les mêmes contacts, la même proximité avec les joueurs que je l'ai eu au début. Parce que ça ne paraît pas comme ça, mais enfin, j'ai commenté le premier match de Laurent Blanc, celui de Bruno Carotti, j'ai vu le premier match d'Olivier Giroud en Ligue 1, plus près de nous. Et on se disait bonjour, on se parlait. Je voyais bien qu'au fond de moi, même si j'avais l'étiquette de journaliste sur le front, je voyais bien qu'au fond de moi, j'étais un peu plus proche d'eux et qu'en fait, ouais, j'étais un peu le porte-voix, quoi. Et tout ça a fait que j'ai jamais, grand Dieu, jamais regretté ce que j'ai fait, au contraire. Et bon, tout a une fin. Hein. Quels seraient tes moments forts d'un point de vue personnel, qu'ils soient positifs ou négatifs? Le moment fort pour moi, c'est les dernières minutes à Eindhoven, parce que je reviens historiquement dans cette campagne européenne. Étrangement, certains me diront « Ah ouais, mais il y a quand même eu la Ligue des Champions. » Oui, la Ligue des Champions, c'est avec tout ce faste-là, c'est plus près de nous dans le temps, encore que c'était il y a déjà 13 ans. Mais moi, les dernières minutes au Philips Stadium d'Eindhoven, quand je me rappelle que quelques années auparavant, toute la France supportait Saint-Étienne et que c'était immuablement contre Eindhoven, immuablement un 0-0-0, et que là je me suis dit on va pas tenir, c'était un match héroïque, ces dernières minutes qui durent une éternité. J'avais dit d'ailleurs à l'arbitre qu'avant même qu'il donne le dernier coup de sifflet, qu'il ait la gentillesse d'aller avant tout chercher des croissants, parce que je voyais qu'on y passerait la nuit. Des moments épiques comme ça, puis il y a eu Manchester, il y a eu la finale de la Coupe de France quand même, c'est pas rien, la tribune de presse au Parc n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. J'étais complètement au sommet, je voyais un match de fourmis. J'étais plus haut que le sommet de la tribune Égual à la Mosson. Bon, et puis il y a Bucarest, quoi. Bucarest, c'est le jour où Loulou m'avait promis, à l'issue du match aller contre les Roumains, qu'il commenterait le match avec moi au retour à Bucarest. Je l'ai cru sans le croire, tout était prêt au cas où. Mais à 10 minutes du coup d'envoi de la partie, il n'y avait toujours pas Loulou en cabine. Et puis à un moment donné, j'ai entendu une voix derrière. « Et il est où, Sersou ?» Je me suis dit, oh nom de Dieu, il est là. Et ce n'était pas un mince exploit pour lui, parce qu'il fallait monter un escalier en colimaçon, c'était terrible. Il commente le match avec moi, avec sa gouaille, vous l'imaginez. Il n'avait aucune notion du rouge, de la lumière, directe ou pas. Et je me rappelle qu'en marquant le premier but, je m'enthousiasme tout relativement. Il y avait eu 5-0 à l'aller. Et là, en direct, il me sort « Oh, Sersou, mais gueule, merde, on a marqué !» C'était apocalyptique. Eh oui, commenter un match avec Loulou. Alors bon, après le grand moment d'émotion, bien sûr, plus proche de nous, ça va parler à beaucoup de gens, c'est le but d'Aïd Fana, quoi. Tout le monde s'en souvient parce que ce but vient de l'autre bout de la galaxie. Et je suis certain que ce jour-là, indépendamment de l'explosion de joie qu'il a générée, au moins sûrement 90-95% des gens qui étaient au stade n'ont eu de regard que pour Giroud, qui n'est pas un sprinter né, ce n'est pas sa qualité première, mais quand tu prends un contrôle orienté de la poitrine depuis ta moitié de terrain et que tu cours 45 mètres, tout le monde ne regardait que Giroud. Personne n'a vu venir Aïd Fana, j'en suis intimement convaincu, personne ne l'a vu venir. Il n'y a qu'Olivier qui l'a vu. Et on s'est dit, au bout de cette action, c'est Giroud qui va marquer. Et en fait,
Et en fait, Karim est arrivé comme un météorite et bam! Ah là, c'est énorme. Là, c'est énorme. Mais ça, au niveau sentiment, au niveau trip, cette victoire contre Lille, qui était champion sortant d'ailleurs, kiff avec le titre à Auxerre quand même. Hein. Ah, moi j'ai chialé. Hein. Ah ouais, moi j'ai chialé à Auxerre. C'était plus fort que moi. C'est la seule fois où j'ai pas pu contenir véritablement mes émotions. Mais en fait, je vais vous faire un aveu. Je pense que je suis arrivé à un âge de pouvoir le faire. Moi, je suis un chialeur. Moi. Je suis un émotif, je suis un chialeur. Moi, dès que les choses, pauvre, ça part. Mais là, ça dépassait tout entendement parce que un an et demi avant, je n'étais pas dans ce stade, mais j'étais dans un endroit beaucoup moins cool. Et voir Montpellier champion, tout ce que ça a apporté comme bonheur à Loulou, Colette était là, tous les enfants, c'est quelque chose qui m'a totalement dépassé. Et ce but de John Utaka, tous ces supporters qui étaient venus à la Baie des Champs, à un moment donné, j'ai dit, voilà, on est champion de France, je l'ai appelé de mes voeux toutes ces années, mais j'ai craqué. Et ça s'est vu. Ça s'est entendu d'abord, parce que j'ai craqué à l'antenne. Et puis, bon, après, ça s'est vu, il y a eu des vidéos, bon, voilà. Mais bon, on ne pleure jamais par hasard. Le titre, tu le fais comment, justement? Peut-être pas de suite. Alors, pas de suite, parce que quand je sors d'Auxerre, le hasard a fait que j'ai croisé Loulou, qui était déjà dans la voiture. Il était déjà dans sa voiture, Loulou. Et il m'attrape par l'avant-bras, comme ça, moi je m'en allais vers ma voiture, et il me dit, tu vois, Cersounet, toi, tu le reverras peut-être, mais pas moi. Ça, c'est une phrase que Loulou m'avait dit juste avant de quitter. Et puis après, ce qui a été frustrant, même un soir de titre à Auxerre, c'est que je savais que tous les supporters redescendaient sur Montpellier, que les joueurs prenaient l'avion pour descendre à Montpellier. Tout le monde repartait vers Montpellier, alors que moi, j'avais un avion à Orly le lendemain. Et je suis seul dans la nuit, remonté jusqu'à Paris, pour dormir dans un hôtel pourri et prendre l'avion pour être le lendemain seulement. J'aurais tellement aimé être de la fête à leur arrivée à l'aéroport, partager ça. Ben, je l'ai partagé par procuration plus tard. Et puis à titre personnel, je l'ai bien fêté. Mais bon, je l'ai fêté avec quelques amis parce que dans ma famille, c'est aussi incroyable que cela puisse paraître. J'ai deux frangins. Il n'y en a pas un des deux qui est aussi passionné de foot que moi. Et j'ai trois garçons, il n'y en a pas un qui a fait du foot dans sa jeunesse. Donc vous voyez que oui, c'est comme ça. Enfin, j'ai été passionné pour tout le monde quelque part. Hein. Justement, on dit que les joueurs ne font que passer, mais il y en a certains qui t'auront cependant marqué en raison de leur accomplissement sur le terrain ou peut-être d'une relation un peu plus étroite que tu as entretenue avec eux amicalement ou professionnellement. Tu en as un peu parlé déjà. Oui, non, mais chaque génération que j'ai accompagnée, chaque génération a eu sa tête de gondole. Il y a eu des joueurs. Bon, Laurent Blanc, étonnamment, Laurent était un joueur assez discret, bien sûr. Il a les stats pour lui, mais c'était pas un grand orateur, Laurent. Par contre, il y a des joueurs comme je pense à Ziobert, bien sûr. Je cite souvent Ziobert parce que c'est un joueur totalement hors norme qui est arrivé à Montpellier, dont les stats n'ont pas affolé tout le monde. Hein. Mais Ziobert a eu quelque chose qu'avait aussi Roger Milla et un petit peu Younes Belhanda. Ensuite, c'est le sens du spectacle. Il y a des joueurs qui ont le sens du spectacle et qui ne se contentent pas de la performance sportive sur le terrain. Je vous donne un exemple. Ziobert. Moi, j'ai vu Ziobert en plein match. Il reçoit le ballon, il fait semblant de dribbler, il donne à un partenaire et dès qu'il a donné à un partenaire, il met les mains dans le short et il va discuter avec un spectateur qui était dans la tribune, qui est aujourd'hui la tribune Gévaudan. Il discutait avec lui en plein match. Et ça, le public adorait ça. On rigolait. Le coup du lacet, quand il a refait ses lacets devant le défenseur de Nancy, c'était magique ça. On lui aurait pardonné 10 matchs sans marquer de but, rien que pour ça. Il y a eu Roger Milla, il y a eu Ibrahima, bien sûr, Ibrahima Bakayoko. Quelle belle histoire. Le plus rapide triplé de l'histoire de la paillade. Il avait marqué 3 buts en 6 minutes à Lille. C'est oui, un attachement pour certains joueurs, oui, ça c'est vrai. J'aimais beaucoup Albert aussi, Albert Rust. Ah, ça rajeunit que d'en parler.
Au moment où ton aventure à la radio c'est étrangement terminé, entre guillemets, une personne t'a tendu la main, car l'histoire, elle ne pouvait pas se terminer de la sorte, quoi, en fait. Là, c'est un moment important. J'ai 58 ans à cette période-là, et puis j'ai toujours eu la faiblesse de dire que ce que Laurent, Nicolin et plus généralement sa famille ont fait pour moi à ce moment-là, je pense que Loulou l'aurait fait. Ça peut paraître prétentieux, mais je pense que Loulou l'aurait fait. Et quand Laurent m'a dit c'est pas à ton âge que tu vas apprendre un nouveau métier, moi je voudrais que tu continues à faire ce que tu as toujours fait pour le club. Maintenant, il va falloir vivre avec ton temps. Mais je ne soupçonnais pas ce que signifiait cette phrase. Et lorsqu'il m'a proposé, j'avais ce sentiment déjà de me dire soulagé, parce qu'à 58 piges, tu vas continuer ta belle aventure. Le poste il va être créé pour toi, donc tu vas arriver dans un contexte où tu seras déchargé de pression, tu ne prends pas la place à quelqu'un. Et puis j'ai fait tellement preuve de... Enfin, à mon égard, on m'a fait tellement de preuve de bienveillance. Je me suis mis dans le moule. Alors le jour où j'ai ouvert un ordinateur et qu'il a fallu que j'utilise les outils modernes, moi qui venais de la radio, ça a été un véritable choc générationnel. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai vite été mis à la page et puis l'aventure a continué. Mais Laurent m'a tendu une main pour une magnifique dernière ligne droite. Elle aura duré 6 ans. Et puis voilà. Hein. Comment tu as vécu justement ce passage plus en inside au club? Justement, quand on est d'un côté de la porte, c'est-à-dire du côté des journalistes et des spectateurs, c'est quand même 34 ans et demi de ma vie, il y a tout un mythe qui dans ta tête, on imagine plein de choses dans ta tête de ce qu'il peut se passer de l'autre côté de la porte. Et puis, je ressens d'autant plus de frustration que depuis que je suis l'équipe, depuis que je commande ces matchs, etc., au fond de moi, sans trop le dire à voix haute, je me sentais un petit peu en appartenance avec ce club. Donc j'avais un peu plus encore de difficulté de me dire, bon ben, tu n'es que d'un côté. Et puis le jour où j'ai eu la chance, parce que c'en est une, d'entamer ma dernière ligne droite au club intramuros, et bien là, tout s'est éclairé devant moi. J'ai vu le vestiaire que je n'avais vu qu'une fois. J'ai vu le tunnel d'accès que je n'avais emprunté qu'une fois. J'ai vu ces photos, les joueurs à proximité, etc. J'ai eu 2 fois 20 ans grâce à ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on se fait une montagne de ce qu'il peut se passer dans un club. Et en fait, ce club, c'est une communauté qui vit comme toutes les communautés, avec des rapports très bienveillants, des rapports très sains, à toutes les strates, à tous les étages de l'organigramme. Et en fait, je ne dis pas que en étant à l'intérieur, ça m'a démystifié un petit peu le truc, mais pas loin. J'ai trouvé en fait que c'était beaucoup plus simple que l'idée qu'on s'en faisait. Si tu le pouvais, si tu le devais, est-ce que tu recommencerais tout pareil depuis 1995 sans rien changer justement? Je ne changerai absolument rien, et si demain d'un coup de baguette magique, on peut me renvoyer 40 ans plus tôt, je refais exactement les mêmes choses. Même sachant ce qu'il va se passer, je le laisse venir. Parce que autant dans les bons que dans les mauvais souvenirs, autant dans les soirées galères que dans des matchs épiques et des événements sportifs extraordinaires, j'ai vu des exploits de Montpellier faire battre le cœur de Montpellier, du département même, je l'englobe tout ça, eh bien à l'étranger, à l'autre bout de la France, tout ça, moi ça comptait pour moi. Et franchement, si c'était à refaire, je referais tout exactement pareil. Et j'y saute de suite. C'était trop beau, c'était trop bien. Et franchement, je souhaite au plus grand nombre d'avoir la chance de vivre professionnellement comme moi, j'ai eu l'opportunité de. Ah, c'est vrai, je parle sans arrêt et je casse les oreilles de tout le monde. Mais on rigole plus souvent qu'on en pleure. Hein.